À la une, droit de retrait à la régie communautaire des transports pour dire stop à la violence. Les chauffeurs de bus ont cessé le travail pour protester contre l'agression de 2 des leurs ce matin. Tout le réseau de la RCT a été suspendu. Une rencontre avec la direction est prévue demain. La fin des bus Scalian, c'est officiel. Les 10 véhicules utilisés par la société seront rendus samedi à la municipalité suite à la résiliation de délégations de services publics. Le gérant de la société, Kevin Madeleine, sera notre invité ce soir. Et puis transformer des objets du quotidien en instruments de musique, c'est le credo de Nicolas Bras. Le Parisien est de passage en Guyane et propose des actions auprès des associatifs et scolaires. Exemple à suivre au camp de la transportation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous le disais en titre, ils protestent contre l'agression de 2 d'entre eux à la gare routière vers 9 h ce matin. 2 hommes blessés par un même individu à 40 minutes d'intervalle. Un nouvel incident qui vient creuser le ras-le-bol des agents de la régie communautaire de transport, mais aussi celui des usagers. Les conducteurs de bus se sont mis en droit de retrait jusqu'à nouvel ordre. Une réunion prévue demain avec la direction devrait déterminer la suite du mouvement. Les précisions des délégués syndicaux à la RCT au micro de Jonathan Lariot. On a ramené à chaque fois les problèmes que nous sommes confrontés sur le terrain, mais on a l'impression qu'aux plus hautes instances, on ne nous prend pas au sérieux. Donc nous avons décidé dans un premier temps de demander les chauffeurs d'entrer parce que c'est trop risqué, quoi. Une force aînée qui a attaqué des de mes collègues ce matin, avec un intervalle de 40 minutes entre les 2 agressions. C'est juste le fait de savoir ils étaient agressés par arme blanche, soit un ciseau, soit un couteau. Je n'ai pas plus de précision, mais ils sont tous les 2 à l'hôpital en ce moment. Tous les cas, actuellement, tous les bus sont rentrés. Comme vous pouvez voir dans la cour, tous les bus sont rentrés. Et tant qu'on n'aura pas des décisions ou des solutions rapides et sûres, des choses qui vont plaire à tout l'ensemble des agents, les bus ne vont pas sortir. Le droit de retrait, ils vont rester en droit de retrait, quoi. Donc il n'y a plus de bus, pas de bus aujourd'hui? Ah, pas de bus aujourd'hui. Pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre, il n'y a pas de bus. Et notez que l'agresseur des 2 chauffeurs a été interpellé aujourd'hui. Pas de plan social, pas de grève des dockers. La CDTG et CFDT craignaient des suppressions de postes dans le cadre du projet de modernisation du port. Le syndicat a finalement levé son préavis de grève prévu pour le 14 février prochain. Des négociations avec les autorités portuaires, la CTG et la préfecture notamment, ont permis d'éviter la paralysie du port historique. Des garanties ont également été apportées aux salariés. On fait le point avec Jonathan Lariot. Je ne veux plus de plan social. Travaillons. En conférence de presse ce matin, les propos sont énergiques. Les dockers du port de Déra-des-Cannes continuent de faire front ensemble face à une modernisation du port dont ils seraient victimes en premier lieu. Avec une annonce de plan social, 17 emplois seraient menacés. Il faut savoir qu'en 99-2000, nous étions 120, nous avons perdu 60 personnes. Et là, on a cru entendre que 17 personnes sont menacées. Alors nous disons non, ça suffit. Ce que j'attends, comme j'ai eu des certitudes que personne ne sera touché dans l'effectif, on gardera nos acquis. En cause des coûts bien trop importants, le port coûte trop cher. Des chiffres parlants tels que 9 800 000 € qui sont attribués à l'infrastructure, aux outillages et à leur maintenance. À l'arrivée, c'est le panier de la ménagère qui est impacté directement. On a eu une instauration il y a 16 ans qui devrait contribuer à se rendre le port compétitif et qui avait un impact aussi d'avoir un impact sur les prix de la consommation, donc panier ménagère. Et soit en faisant ce que l'escale, parce qu'une escale coûte cher. C'est pas on dit que le port de Guyane coûte cher. Si on a abaissé l'escale d'un navire, ça a comme impact direct que le coût direct sur la consommation va être diminué. Franck Gons, le secrétaire général national de passage dans le département du syndicat CNTP à Port et Dock, apporte son expérience acquise sur de nombreuses modernisations auxquelles il a pris part. La solution, celle de l'opérateur unique. Les dockers seraient alors présents sur la totalité des exploitations du port. Pour la Guyane, c'est une facilité puisque l'exploitation est effectuée par les dockers. C'est-à-dire que les grues de bord sont conduites par des ouvriers dockers. Donc, du coup, on devrait normalement, si on est bien dans un consensus et avec une véritable participation des dockers dans tous les points de détail de la modernisation du port, on ne peut que réussir cela s'il y a une véritable prise en compte de la population docker et bien évidemment d'écouter les ouvriers dockers. Mais pour ce faire, une chose est essentielle, l'avancée du projet devra se faire conjointement avec les dockers en première ligne. La modernisation du port n'en est encore qu'à ses prémices.
Je vous le disais en titre, ils ne circuleront plus dorénavant. Les bus du réseau Calian doivent être rendus à la mairie de Kourou ce week-end. Le dirigeant de la société 3G2M est venu pour nous en parler. Bonsoir Kevin Madeleine. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors la municipalité de Kourou a donc décidé de se séparer des bus Calian. Elle l'avait plus ou moins déjà annoncé en septembre dernier, après 3 ans sur les routes spatiales. La délégation de service public prévue déjà jusqu'en 2021 normalement sera donc rompue là, ce week-end, en ramenant les bus à la mairie. Comment est-ce que vous envisagez ce passage ? Très simplement, donc, la ville de Kourou a décidé de résilier pour faute du délégataire. Donc pas de problème. Samedi, donc, le réseau va s'arrêter conformément à la résiliation et les bus seront rendus à la collectivité. Donc très simplement. Alors, le remboursement quand même de la dette de la commune à votre société était souvent pointé du doigt. Il y a eu des manifestations pour le dénoncer et qui avaient révélé notamment un manque de communication entre la municipalité et la société Calian. On se rappelle du projet quand même Calian qui avait été lancé par l'ancienne municipalité en fin de mandat en 2013. Dès le départ donc, vos relations avec le nouveau maire ont été compliquées. Comment est-ce que vous observez ces difficultés dès le départ ? Donc il n'y a pas forcément eu une volonté donc, de chercher à comprendre, d'améliorer. Mais bon, aujourd'hui, l'heure n'est pas de faire, selon moi, un bilan sur la situation. Je prends acte de la fin, je défendrai mes droits donc, auprès des tribunaux. Et là, l'objectif, c'est de pouvoir accompagner les salariés parce qu'il y a 12 d'entre eux qui seront licenciés économiquement, ce qui n'est pas simple. Et en plus de ça, donc, le problème de trésorerie ne me permet pas de faire les salaires du mois de janvier et il ne permet pas non plus à la structure de payer les indemnités de licenciement prévues par le législateur. Donc ce n'est vraiment pas simple. Alors, on va revenir bien sûr sur cette question de l'avenir pour les employés et même peut-être pour vous également. Mais quand même dans ces difficultés qui ont mené à la situation d'aujourd'hui, on se rappelle d'échanges de courriers entre vous et la municipalité. Et puis la baisse de fréquentation également dans les bus. C'est quelque chose qui a été assez compliqué à gérer pour vous et qui aujourd'hui va être peut-être compliqué pour la population kouroussienne. Donc effectivement, je pense que ça va être compliqué, mais ce n'est que mon point de vue. Donc la ville devra prendre ses responsabilités, a décidé donc de résilier. Je ne connais pas du tout les projets de cette collectivité, mais... Alors quand même, on ne connaît pas trop les projets, mais la municipalité pointait souvent du doigt un problème de circulation des bus, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de personnes dans les bus. Est-ce que c'était une erreur de calcul de votre part ? Non du tout, moi j'ai répondu à un appel d'offres qui veut dire que j'ai répondu à la vision de l'ancienne équipe. Donc la nouvelle équipe n'avait pas forcément apporté leur vision, n'ont pas cherché forcément à comprendre et à améliorer et à décider de résilier. Ils ont inventé deux erreurs pour pouvoir résilier cette convention. Donc, je défends pour vous, il y a de la mauvaise foi ? Mais très clairement, la mauvaise foi manifeste. Mais quoi qu'il en soit, les tribunaux satureront. Parce que cet individu-là, il fait du mal. Il a fait du mal pendant 3 ans. Vous envisagez justement des procédures pénales après cette résiliation ? Très clairement, on ne peut pas être insulté et être traité de la sorte. Il faut maintenant que la justice soit faite. Parce qu'un maire ne peut pas rester là comme ça et faire tout ce qu'il veut. Donc bien évidemment, je défendrai mes droits auprès des tribunaux. Il y a déjà des actions qui sont en cours, il y en aura d'autres qui vont être entamées, comme je conteste fortement les motifs de la résiliation. Donc, bien évidemment, je défendrai mes droits. Dans de récents échanges de courriers, on voit que vous posez la question, en date du 13 janvier exactement, au maire. Qu'adviendra-t-il ? Vous commenciez à en parler. Pour les agents, qu'est-ce qui va se passer pour eux et puis qu'est-ce qui va se passer pour vous également ? Alors, très bonne question pour les agents. Donc, c'est un courrier que j'ai envoyé il n'y a pas longtemps. Mais j'ai déjà posé la question en 2016, en 2015, en 2014. Donc, la mairie n'a jamais véritablement statué à ce niveau-là. Toujours pas de réponse à ce niveau-là. Donc j'ai appris hier matin qu'il y a une réunion vendredi à 10h. Donc je verrai que va dire le maire par rapport sur le point du rendez-vous, c'est par rapport à l'avenir des agents. Donc je ne comprends pas. Vendredi on se voit, à la fin du réseau c'est samedi. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il va annoncer comme pirouette, encore une fois. Vous avez espoir quand même que les agents soient repris peut-être par la municipalité ? Ah oui, complètement, parce que ce sont des agents, ce sont des professionnels qui ont pu démontrer leur savoir-faire et leur professionnalisme durant les 3 dernières années d'exploitation. Donc moi j'espère vraiment que tout le monde puisse avoir cette pérennité d'emploi. Donc que la ville puisse arrêter son réseau, mais que j'espère véritablement que ces professionnels ne seront pas au chômage.
C'est ce que j'espère de tout cœur. On suivra donc bien sûr ce rendez-vous de vendredi et puis bien sûr normalement vous ramenez donc les bus samedi. Merci beaucoup Kevin Madeleine d'avoir répondu à nos questions. On poursuit avec cette semaine pour faire connaître le microcrédit. C'est l'objectif de l'ADI, l'Association pour le crédit à l'initiative économique. Comme chaque année, elle s'attellera pendant quelques jours à présenter le système de financement au grand public, système qu'elle préconise notamment pour ceux qui ne peuvent pas obtenir de prêts bancaires professionnels. Au deuxième jour de ces quelques jours d'action, un atelier pour les demandeurs d'emploi souhaitant monter leur propre structure s'est tenu aujourd'hui. Ayodele Germa. Avec cette pelote de laine, la parole se passe et se prend à travers la pièce. Ici, chacun partage son parcours de créateur d'entreprise, souvent semé d'embûches. Vous montez des dossiers qui coûtent 1000 et quelques euros chez les experts comptables pour arriver à rien du tout. Alors, je vous conseille de prendre votre argent, si vous en avez, prenez vos deux mains et battez-vous. Depuis 2003, l'Association pour le droit à l'initiative économique permet aux entrepreneurs inéligibles au crédit bancaire de se lancer dans leur propre activité. Si elles vont voir leur banquier, ça peut être compliqué. Le dossier ne peut pas être retenu éventuellement, ou les comptes sont vraiment trop fragiles, ou la confiance manque, ne serait-ce que parce que l'entreprise est simplement en démarrage. Donc à l'ADI, on va analyser la situation personnelle, le parcours de la personne, on va faire un point aussi sur l'activité, le niveau de charge à prévoir, et puis on regarde un peu la capacité de remboursement, et on regarde fortement cet aspect-là pour voir au final qu'on arrive à proposer un financement adapté à la situation, même au démarrage d'une activité qui des fois met un peu de temps à générer des revenus. L'an dernier, 1,7 million d'euros de microcrédits ont été injectés par l'ADI dans l'économie locale. Des prêts de 10 000 euros maximum à faible taux d'intérêt accordés aux projets les plus viables. Mais la constitution du dossier d'emprunt peut parfois décourager certains. C'est le cas d'Aroujo qui s'est vu refuser une première fois son prêt pour défaut de garant. On nous demande des documents, quand on vient de commencer, on ne les a pas. Alors du coup, ça ne sert pas vraiment beaucoup. Alors c'est comme j'expliquais à la dame, c'est bien d'expliquer, mais bon, pour certains comme moi, malheureusement, ça ne sert pas beaucoup. L'aide ne peut pas servir pour nous, pas pour l'instant. En cas de rejet d'un dossier de prêt, les micro-entrepreneurs peuvent toujours réitérer leur demande. On essaie de voir si on peut à nouveau représenter un dossier, si c'est faisable selon la situation de la personne. Un fort endettement, peut-être un dossier qui n'est pas encore assez abouti. Il y a à chaque fois en fait, un moment T pour présenter un dossier qui peut peut-être être amélioré par la suite à force pour creuser un petit peu plus la situation de chacun. Jusqu'au 3 février, les rencontres itinérantes de l'ADI sur le territoire devraient permettre d'éclaircir les détails techniques de l'obtention d'un microcrédit. Un œil sur le coût de la vie. L'indice des prix à la consommation pour le mois de décembre 2016 a été révélé par l'INSEE. Une hausse globale de 0,2% est observée, mais sur un an, ce niveau reste inchangé. Dans les grandes lignes, les produits frais ont toutefois coûté 3% moins cher et moins 3,1% également sur les produits pétroliers. Les transports en revanche étaient plus chers de 16% et une hausse de 0,1% est observée sur les produits manufacturés. Quelques jours après son investiture, Donald Trump passe à l'action et scandalise la communauté internationale. Il signait la semaine dernière un décret interdisant l'accès sur le sol américain pour les ressortissants de 7 pays à majorité musulmane, une mesure qui concerne bien évidemment pas la France, où presque l'inquiétude se fait quand même ressentir chez ceux qui possèdent la double nationalité. Explication Brice Narayadou. Pour les Français et les personnes résidant en France avec un passeport français, ça n'a pour l'instant aucune conséquence. Maintenant, on ne sait pas ce qui sortira dans les prochains jours, mais actuellement, un Français a les mêmes droits qu'il avait avant. La seule différence, c'est sur les personnes, sur des pays musulmans principalement, où là, effectivement, ils n'ont plus le droit d'entrer et même de faire un transit aux États-Unis, et ça pose beaucoup de problèmes. Maintenant, l'autre chose, c'est que les clients deviennent un peu craintifs. Moi, j'ai beaucoup de clients qui m'ont dit qu'ils n'iront plus aux États-Unis tant que M. Trump sera là. Les clients qui allaient chaque année, qui ne veulent pas aller aux États-Unis parce qu'ils ne savent pas ce qui peut se passer, et puis que pour des raisons d'idéologie, ne veulent plus aller aux États-Unis par rapport à ça. On a beaucoup de Syriens en Martinique, effectivement. Donc, effectivement, il faut bien se renseigner, les personnes avec une double nationalité, bien se renseigner en agence, de savoir si ils ont le droit de rentrer sur le territoire américain. Il est important de bien se renseigner, et c'est le but et c'est le rôle d'une agence de voyage de conseiller ses clients sur ce type de problème.
Tourisme toujours, et cette fois c'est le célèbre quotidien de New York Times qui a une nouvelle fois consacré un article spécial vantant les charmes de la Guadeloupe dans sa rubrique Voyage. Une belle publicité pour inciter les Américains à s'évader et découvrir l'archipel aux 1000 couleurs. Les touristes se font d'ailleurs toujours plus nombreux dans l'archipel. Nathalie Dinan, Moïse Dexter et Patrick Curie ont signé ce reportage. La saison touristique bat son plein. Ils sont nombreux les touristes venus profiter de notre soleil, particulièrement les Américains, à la découverte des charmes de la Guadeloupe. Depuis aujourd'hui, dans l'île, nous avons fait le bord de la mer, la gentillesse des personnes, et puis nous verrons depuis demain les découvertes de l'île. Ce qui nous plaît évidemment, c'est la mer, les plages, les cocotiers, voilà. Donc on a déjà fait une partie de Basse-Terre, c'est ça. Donc on est allé jusqu'à Lens-Bertrand. Donc pour l'instant, là, en principe, on était parti pour découvrir la route transversale là, aujourd'hui. Les professionnels du secteur mettent tout en œuvre pour séduire et fidéliser cette nouvelle clientèle. La Tubana séduit les clients américains déjà par son site relativement exceptionnel avec sa vue imprenable sur la mer. Le client qui vient des États-Unis cherche avant tout le beau temps, le soleil et de la diversification. On a eu la chance d'avoir un très bel article récemment sur le New York Times qui parle de la destination Guadeloupe. De plus en plus d'Américains sur leurs différents journaux entendent parler de la destination Guadeloupe qui est à moins de 4 heures de vol, pas de décalage horaire. On passe d'un climat négatif à des températures plus que positives. Pour nous, c'est vraiment une belle réussite. La conquête des nouveaux marchés touristiques promet une belle saison. Chez nous, la pêche en bord de mer, également appelée surfcasting, sera à l'honneur à compter de dimanche avec l'ouverture de la saison et du championnat de Guyane. La compétition en 7 étapes courra jusqu'en mai prochain et le vainqueur guyanais participera au championnat de France quelques mois plus tard. On écoute les précisions du secrétaire adjoint de l'association des plaisanciers et pêcheurs de Guyane au micro de Kerwin Alcide. La première manche a lieu dimanche prochain sur la plage des Salines à droite et donc il faut s'inscrire, vous avez encore le temps en venant auprès de nous et en consultant notre site internet www.appg, vous aurez tous les renseignements. Le championnat de Guyane se dispute en 7 manches, 5 sur Cayenne-Rémire et 2 à Kourou. À l'issue de ces 7 manches, nous prenons les 5 meilleurs classements et c'est ce classement qui nous donne le champion de Guyane. Pour être champion de Guyane, en réalité, il faut avoir le moins de points possible, puisque à chaque manche, le premier a 1 point, donc s'il fait 5 manches à 1 point, il n'a que 5 points, mais il est champion de Guyane. Notre association est affiliée à la Fédération française de pêche sportive, ce qui permet d'envoyer le champion de Guyane participer ensuite au championnat de France qui se passe toujours en métropole pour l'instant, mais nous espérons un jour les faire venir en Guyane pour ce championnat de France. Surfcasting, pêche en bord de mer, nous sommes sur la plage, nous mettons un piquet, nous avons des grandes cannes et nous allons chercher les poissons près ou pas près ou loin dans la mer. La différence, c'est les autres pêches et la Guyane est une merveilleuse terre de pêche puisque bien sûr il y a notre pêche à nous en bord de mer, il y a la pêche en bateau en mer, il y a la pêche en rivière. C'est vraiment un milieu, la Guyane, pour la pêche, le bonheur des pêcheurs. Tout autre chose, voilà un musicien pour le moins bricoleur, c'est en tout cas ainsi qu'il aime à se décrire. Depuis 10 ans, Nicolas Bras détourne l'usage premier d'objets du quotidien pour en faire des instruments d'une rare originalité. De passage en ce moment en Guyane, le Parisien en profite pour faire découvrir son art et parfois, pourquoi pas, inciter certains à faire de même. Exemple avec cet atelier fabrication de flûtes au camp de la transportation samedi dernier. Elsa Gonzalez. Cours de musique ou presque. Ici, on fabrique et on joue d'un instrument, la flûte. Curieuse et volontaire, cette jeune Saint-Laurentaise est en pleine création d'une flûte grave. Je suis en train de poncer le bouchon de bois qui va servir à être mis ici, n'est-ce pas? Et qui va permettre de laisser passer l'air là. Et ensuite, il va falloir rajouter un autre petit bout de PVC, comme ça, mais de la même taille. Du tuyau PVC au manche à balai, en passant par l'escabeau et la boîte de conserve, l'idée est de se servir de matériaux et d'objets du quotidien et en détourner leur utilisation. Un concept original imaginé par Nicolas Bras. Contacté par la Canopée des Sciences dans le cadre du projet Des Sons au Sens, il intervient au Fab Lab de Saint-Laurent-du-Maroni pour partager son savoir-faire.
Depuis cette année scolaire, disons, nous avons abordé une thématique, c'est un programme qui s'appelle Des sons au sens. C'est l'idée qu'en partant des bruits, de la nature, des objets, on peut aller jusqu'à la musique, créer un sens, toucher les diverses sciences humaines et cultures locales. Et tout le monde est sensible à la musique, mais pas forcément au principe physique de l'acoustique, de la vibratoire. Et on est venu avec Nicolas Bras, qui a été mobilisé par la Canopée des Sciences pour 6 semaines en Guyane. C'est lors d'interventions en milieu scolaire que Nicolas Bras commence à élaborer des instruments avec du matériel recyclé. Passionné, il poursuit aujourd'hui avec un projet Musique de nulle part. Il y explore les sons et leurs différentes vibrations au gré des nombreux instruments qu'il a fabriqués. J'aime bien justement improviser avec les instruments, comme je fabrique beaucoup d'instruments, là je dois en avoir, je sais pas, 1200, 1300 prototypes d'instruments, de tout et n'importe quoi, des percussions, des cordes, des vents, des archets, des choses que je joue plus ou moins bien. Et j'aime bien aussi me laisser la surprise de laisser l'instrument improviser à ma place, de faire quelque chose que j'avais pas prévu et de pouvoir réagir à ça. Un univers musical et des instruments que vous pouvez retrouver sur Cayenne et partout en Guyane lors des diverses représentations et ateliers. Pour tout renseignement, rendez-vous sur le site de la Canopée des Sciences de Guyane. On termine ce soir avec les nouveaux tarifs du carburant. La tendance est à la hausse à tous les niveaux. Au 1er mars, le samplon coûte 3 centimes de plus que le mois dernier, 1,57 € pour 1 litre, 1 centime de plus pour le gazole qui passe à 1,35 € et enfin la bouteille de gaz de 12,5 kg coûtera 23,19 € au lieu de 22,46 €, une hausse de 73 centimes. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres à développer ce soir avec ce droit de retrait à la régie communautaire des transports pour dire stop à la violence. Les chauffeurs de bus ont cessé le travail pour protester contre l'agression de 2 dealers ce matin. Tout le réseau de la RCT a été paralysé. Une rencontre avec la direction est prévue demain. La fin des bus Scalian, c'est officiel. Les 10 véhicules utilisés par la société seront rendus samedi à la municipalité après la résiliation de la délégation de services publics. Le gérant de la société, Kevin Madeleine, était notre invité ce soir. Et puis transformer des objets du quotidien en instruments de musique, c'est le credo de Nicolas Bras. Le Parisien est de passage en Guyane et propose des actions auprès des associatifs et scolaires. Nous étions au camp de la transportation pour un atelier de fabrication de flûtes. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre journal de TF1, puis ce sera à la suite des programmes de la télé Guyane. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain.